Bon, bah, salut à tous, merci d'être si nombreux. C'est impressionnant, on a pas, moi j'ai pas bien l'habitude. Voilà, bah, sur une demande de Philippe, et puis bah, c'est un club qu'on côtoie un petit peu, qu'on a pu côtoyer par des séances avec des membres ici présents. Et puis très récemment, là, sur un stage jeune qui a été organisé par votre club et la FFPS, où vous avez été super actifs et tous les bénévoles, je vous remercie encore, parce que c'était vraiment un super événement. On a discuté avec Philippe d'une potentielle intervention dans votre club pour essayer de vous faire passer des petites infos qu'on a pu potasser dans le coin. Donc nous voilà là. J'espère qu'on ne dira pas trop de bêtises. En plus, c'est filmé, alors ça sera tout enregistré. Donc n'hésitez pas, c'est des choses qui vous semblent incohérentes ou qu'on débatte. Voilà, on n'a pas la science infuse et le but, c'est vraiment de partager, de se tirer un peu tous vers le haut et de progresser sur nos lancers. Parce qu'on va parler ce soir des profils de soie d'abord, pour comprendre un petit peu la numérotation des cannes, la numérotation des soies, d'où ça vient et pourquoi. Et ensuite, on parlera des 5 essentiels du lancer mouche. Donc pour commencer, je vais me présenter quand même. Je pourrais essayer de présenter en premier, mais j'ai la parole, je vais continuer. Donc moi, je suis Sébastien Charmetan. Je suis donc double actif. Ici, je viens avec ma casquette de moniteur guide de pêche et organisateur de voyage depuis 10 ans maintenant au sein de la société Fish & Trip, que j'ai créée en 2016. Je suis double actif, je parle quand même de mon autre activité parce qu'elle est assez importante. Je suis technicien de rivière. Donc j'ai une première entreprise qui a 20 ans, elle, que j'ai créée en 2006, qui s'appelle Eco Solutions. Et Saul, vous l'orthographiez S-A-U-L-E, comme l'arbre. Ça vous situe un petit peu l'orientation qu'on a choisie pour l'aménagement de nos cours d'eau. Donc on est plutôt basé sur les travaux en génie végétal. Donc le but de ces travaux-là, c'est de restaurer les milieux par les végétaux, par le vivant, et de stabiliser les berges des cours d'eau si c'est nécessaire, par l'enracinement de saules notamment. Donc on a des pépinières de saules, une grosse partie agricole, où on est fournisseurs de branches pour nos confrères, les syndicats, les entreprises privées qui installent ce type de travaux. Et puis on fait aussi de la mise en place, bien sûr. Ça occupe une grosse partie de l'année hivernale. En ce moment, je suis à fond dedans. C'était un peu compliqué de poser le sécateur à la tronçonneuse pour venir vous rejoindre. Ça a été fait cet après-midi, le PowerPoint. Donc, s'il y a des coquilles, pardonnez-moi, mais il est tout frais. Il n'y a pas d'anticipation. Ce n'est pas la période off comme d'autres guides qui sont à 100% guides, qui sont plutôt sur l'hiver là, et qui sont au repos, qui affûtent les cannes. Moi, c'est encore en drague de la saison dernière. Et il a fallu attraper 3 bricoles pour venir vous rejoindre. Et c'est vraiment un plaisir que je suis là. Et donc, passé le mois de mars, je rebascule sur la partie pêche jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça me fait 2 saisons comme ça, au sein des 2 entreprises à gérer. C'est assez sport, mais c'est cool. Et quand on prend du recul, on a fait aussi pas mal d'assainissement, phytoplanté de roseaux pour améliorer aussi la qualité de l'eau sur les rejets des eaux usées domestiques. Voilà, le but un peu de tous mes métiers, c'est de protéger l'éthique, de l'améliorer et d'en profiter en pêchant et surtout de faire découvrir aussi d'autres coins de cette planète, notamment d'Europe, avec l'organisation de voyage. Donc, un truc aussi très important, je me présente parce qu'il faut bien se présenter, mais vraiment je suis là de bon cœur et vous voyez, j'ai même pas de carte. L'idée, c'est pas de dire je suis pas là à faire une grosse pub, mais ça fait plaisir de partager et aussi de rendre la main aux copains qui ont été vraiment présents sur ce stage jeune-là pour encadrer tous ces futurs champions. Donc, voilà, donc bienvenue et merci. Je passe la main à Laurent qui se retrouve là prévenu depuis hier. Je me suis dit, 2 heures de route, non, je ne peux pas les faire tout seul. Allez, j'embarque Lolo. Et là, je vous amène pas n'importe qui. J'amène un bon soutien aussi pour le monde de la pêche à la mouche. Je laisse se présenter. Donc, moi, Thibault Laurent, je suis... Oui, je découvre, en fait, ça m'a marqué. Voilà. Bon, comme vous voyez, donc je suis pêcheur, bien évidemment. Je suis technicien de rivière aussi. C'est un des métiers dans lesquels tous les ans on œuvre. Donc, mon métier est bien évidemment de travailler sur le milieu. Je suis président d'une APPMA, la truite de la Galore, dans laquelle je suis actif depuis 40 ans. C'est là où j'ai rencontré Eric, qui était notre garde secteur à l'époque. 30 ans. Super mec. On n'a pas eu mieux depuis, on cherche, mais on n'a pas eu mieux. Et donc, dernièrement, ça fait déjà quelques années que
que je fais partie de la CIM suisse. Donc, et là, je passais instructeur, c'est des diplômes à passer au sein de la CIM. Voilà, et aujourd'hui, j'instruis cette technique de lancer. Comme vous pouvez voir, je suis aussi monteur de cannes. J'ai une petite entreprise, mais alors sans prétention, loin d'être comme celle de Eric. Je prends beaucoup d'exemples sur lui ou sur d'autres. Voilà. Ce que je veux dire surtout, c'est que la CIM suisse m'a amené à découvrir et me projeter encore plus loin dans la technique de lancer, dans la faculté de lancer, de poser, surtout en petite et moyenne rivière. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de présenter la TLT. Ça peut, c'est hyper intéressant, c'est en complémentaire. fin de compte, la TLT, c'est une technique de lancer total qui est dite italienne. Pourquoi? Parce que c'est un Italien qui a mis ça dans les années 70, qui a mis ça au point, Roberto Paiola. Et du coup, après, avec un groupe d'amis, ils ont... Voilà, parce que sa technique était assez révolutionnaire et que ses amis lui disaient il faut qu'on fasse connaître ça. Et donc il y a eu une école en Suisse, la CIM, qui s'est installée et qui donc donne des cours de cette technique-là, qui est une technique bien particulière, qui permet surtout de pêcher les petites et moyennes rivières. Les rivières alors qui sont plutôt encombrées, eau claire, beaucoup de turbulences, ce qu'on rencontre bien souvent chez nous, sur des petits cours d'eau, ou en montagne. Mais c'est une technique aussi, comme on le verra par la suite, comme va le dire Seb, elle suit les 5 essentiels du lancer à la mouche. Et c'est une technique qu'on peut se servir aussi en grand milieu. Je m'en sers beaucoup sur l'Isère, sur la basse Isère pour faire les bordures, ou vous pouvez prendre la Dordogne. Voilà. Donc, parce qu'elle permet de pêcher sous les frondaisons, elle permet vraiment d'ouvrir des postes de pêche qui, avec d'autres techniques, ne sont pas forcément accessibles. Toutes les techniques sont bonnes, hein, voilà. Celle-là, elle m'a plu, et c'est pour ça que j'ai été séduit et que par la suite, ça m'a intéressé de devenir instructeur. Donc, j'ai été amené à faire des démos à Charleroi au salon, à Toulouse dernièrement, enfin Toulouse c'est Muret, voilà, et puis j'interviens, là comme ça, il m'a dit je vais là voir un groupe de moucheurs, si tu peux venir avec moi, et puis faire une démo s'ils souhaitent. On est parti, voilà, route ensemble. Donc je suis là pour la promotion de la pêche, pour vous. Voilà, c'est la CIM Suisse, la CIM Suisse, faut le dire, c'est un but non lucratif. C'est-à-dire que les stages qu'on propose, par exemple, c'est juste de l'indemnisation pour les instructeurs. C'est de la promotion de la pêche essentiellement. Donc voilà. Faut le dire parce que pour des Suisses. Ouais. Là, tu peux couper. Je pense que c'est filmé. Non, voilà. Donc après, on verra tout à l'heure. On a jeté un œil dehors, on peut éclairer. Bon, si ça intéresse ou pas, s'il y en a que ça intéresse, c'est avec plaisir. Sinon, on va accélérer un peu la théorie non, pour après, avoir un peu de pratique. On verra ce que c'est chouette à voir quand même. Et pour commencer, donc, j'avais prévu de vous parler un peu des soies, parce que qu'est-ce qui nous différencie de toutes les autres pêches, c'est que nous, le leurre qu'on propulse ne pèse rien. Comme vous le savez, hein, je vais repartir sur des basiques pour certains, et c'est toujours sympa d'en reparler. Et donc, la physique veut que pour faire déplacer un objet, il faut lui donner une vitesse, et que par sa propre inertie, il continue d'avancer dans l'espace, une fois qu'on a arrêté le mouvement. Et pour ça, nous, étant donné que notre leurre n'a aucune masse, ou plus proche de 0 que des 1 gramme pour nos petites éphémères, mettons, c'est la soie qui va faire cette fameuse masse. Et finalement, c'est notre allié, notre levier avec la canne, évidemment, mais c'est très important. Et il y a énormément de profils, de choses différentes qui se fait sur les soies aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être sympa qu'on en reparle, qu'on éclaircisse un peu des choses. Hop. Est-ce que si je clique comme ça, là? Non, pas déconner.
Alors, comme je vous ai dit, les slides sont très épurés parce qu'ils sont très frais. Donc, il n'y a pas forcément de petites photos à côté. C'est un tout petit historique pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça sort et surtout les unités de mesure. Parce que on est donc... j'ai regardé là, on trouve des traces assez intéressantes. 200 ans après Jésus-Christ, en Macédoine, il y a des écrits où les mecs accrochaient déjà des bouts de laine, quelques plumes à des hameçons. Donc, pour dire que la pêche à la mouche est très très vieux. Le premier ouvrage vraiment recensé, c'est un ouvrage anglais qui date de 1950, 1940, non, 96, je crois que c'était 46. Non, 1496, donc c'est ça. Ouais, je les ai en tête parce qu'ils sont frais, et je me trompe encore. Et là, il y a un ouvrage vraiment donc, qui parle de la pêche à la mouche. C'est quand même assez vieux. Et nous, on va dire que ça a démarré. Ah ouais, voilà, de son côté, pardon. Ça a démarré plutôt au 19e siècle, mais vraiment début, parce que c'est les années 1800, avec les premières cannes en bambou refendues et les fameuses soies naturelles. Et là, on pourrait considérer que c'est la naissance de la pêche moderne à partir de ces années-là. Ensuite, eh ben, c'est parti. On a eu nos fameuses soies synthétiques, du matériel carbone, fil de verre et compagnie. Et c'est là qu'est apparu un besoin de devoir poser des normes. Parce qu'une soie de 5 pouvait peser X grammes contre une autre. Alors, c'était même pas soie de 5, c'était des lettres qui étaient HDS, des choses comme ça. Donc, ils ont lancé une norme qui s'appelle donc AFTMA. AFTMA, c'est les abréviations, on va le voir plus loin, American Fishing Tackle Manufacturer Association. Donc, c'est une asso américaine, je reviendrai en arrière après, qui a normalisé la pêche. Il n'y a pas que les soies, c'est eux aussi qui vont donner les longueurs et mesurer les longueurs des pieds des moulinets, par exemple. Vous avez vu, ça marche toujours, quoi. Ça marche toujours parce qu'en fait, il y a une norme. Sinon, n'importe quel fabricant pourrait inventer des choses. Il y a une norme aussi sur l'épaisseur des pieds des moulinets, sur le diamètre des fils de pêche. Donc, avec des tolérances. Hein, et puis, c'est pas encore tout juste. Sur les fils, on peut s'en rendre compte. Et sur les soies, c'est l'AFMA qui donne la norme. On va voir un peu après qu'est-ce qu'elle dit. Juste pour faire le point aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a principalement des soies synthétiques. Hein. Une soie, qu'est-ce que c'est? C'est une âme en... je voulais prendre une bobine, j'ai oublié. Bon, c'est pas trop grave. En tresse, hein, comme ce qu'on pourrait mettre en backing, avec autour un revêtement en PVC, polyuréthane. Dans ces revêtements, ils peuvent rajouter des pigments pour faire de la couleur. Je le dis parce qu'on a remarqué des différences de comportement de soie, même marque, même modèle, même taille de soie, donc une soie de 5, qu'elle soit jaune fluo, ou blanche, ou orange fluo, ou olive. Et tu pêches avec, putain, mais c'est quoi ta soie? Ah ben non, c'est pas possible, j'ai la même. Et ben en fait, en orange ou en verte, la glisse était différente et sa réaction, sa souplesse était différente. Donc, c'est encore, vous voyez, il y a des normes, mais pourtant, quand on change les pigments de couleur simplement, on arrive à trouver des différences sur les soies dans la même marque et le même modèle et la même taille. Donc voilà, c'est un petit point intéressant. Bien sûr, ils vont rajouter aussi après plein d'additifs pour améliorer la glisse, sa flottabilité et tout ça. Il y a 3 types. Alors oui, je veux quand même parler des soies qui sont donc soit une tresse avec le revêtement polyuréthane autour, le PVC autour, soit des fois c'est un monofilament. Donc ça, c'est des soies qui vont être très utilisées en exotique parce que l'eau est chaude et nos soies classiques vont devenir très molles, archi souples et trop souples. Et donc, on va utiliser des soies qui, c'est classé chez les fabricants, hein, carrément, à chaque fois, c'est Exo, Slan, Tarpon, Bonfish, ils ont des noms où on comprend bien qu'on est sur du tropical, quoi. Parce qu'en fait, ça va éviter, elles vont rester très raides. Et donc, elles vont résister à l'eau chaude et elles vont rester quand même assez dynamiques dans l'air. Elles sont aussi bien plus performantes dans le vent qu'une soie qui a son âme en tresse. Le monofilament, ça peut être utilisé en réservoir parce que c'est très tactile. Et donc, sur des poissons avec des touches très fines ou des pêches où on va avoir on va ramener très lentement à tricoter, de sentir la moindre touche, on va être bien plus
dynamique, enfin, en contact, quoi. Simplement parce que c'est des soies qui sont plus rigides. Quand c'est un monofilament à l'intérieur, par contre, le gros inconvénient, c'est qu'elles bouclent, elles ont une mémoire de dingue et elles sont rigides. Donc, quand tu la plies, et pour t'as beau la réchauffer, la tirer, ce qu'on arrive à faire sur le soie avec une âme en tresse, et ben, on ne va pas forcément y arriver avec les soies qui ont un monofilament à l'intérieur. Donc, c'est toujours pareil, les plus les moins de chaque produit, il faut s'adapter en fonction de sa pêche. Il y a 3 types de soies, les flottantes, les intermédiaires et les plongeantes. Là, on va vraiment se focaliser sur les flottantes ce soir, parce qu'on parle du lancer mouche sèche, et que, du coup, on va rester quand même dans le thème. Il y a de quoi dire après sur les autres. Une soie, en moyenne, c'est 100 pieds, donc 30 mètres de long. On en a qui font, j'ai une capture d'écran d'une qui fait 120 pieds, qui ont des têtes très longues. Voilà, il y a des profils qui sont différents, on va le voir après. Mais en moyenne, normalement, c'est toujours voilà, 90-100 pieds pour une soie. Si on prend une soie WF, on va les détailler après au niveau des profils. Bien sûr, le forward, la tête de lancer fait environ 9 à 11 mètres pour les classiques. Vous verrez que chaque fabricant derrière a développé des produits en fonction des types de lancers recherchés et tout ça. Contrairement à une DT qui va avoir un profil régulier, la bibliothécaire, mais tout ça, on va le détailler. Les slides ne sont pas forcément dans le bon sens. Voilà, et donc, qu'est-ce qui fait comment ils ont classé les soies? Et en fin de compte, la soie, ce n'est pas son diamètre, ce n'est pas sa couleur, ce n'est pas sa longueur totale qui fait la norme, c'est un truc qui est assez marrant parce que c'est le poids sur les 9 premiers mètres. Alors, en réalité, c'est le poids sur les 30 premiers pieds. Converti en mètres, ça fait 9,14. Donc, comment ça se passe? On a notre soie. On va faire une cote là. Hop. Attention les dessins. Tac, voilà. Ici, on a nos 100 pieds. Bon, 90, 100 pieds, quoi, 30 mètres. OK. Et ici, nos 30 pieds, pas mélanger, soit 9,14 mètres. Je ne me trompe pas, normalement, c'est ça. Si on prend donc une fameuse WF, non, on va commencer par la DT, pardon. La DT, ça veut dire double taper. On va même d'abord faire simplement une soie qui n'existe pas. Voilà, comme ça. Pour revenir sur ce que je vous expliquais, en fait, on va prendre cette distance, les 9 premiers mètres, vraiment la fin de la soie. On va faire une petite bobine avec, on va l'enrouler, on va la poser sur la balance. Et en fonction de son poids en grains, nous, on va le convertir en grammes. Je vais vous faire voir tout de suite le tableau d'après. Donc, c'était en grains. Un grain, c'est le poids d'un grain d'orge. Donc, vraiment, ça permet de peser c'est encore utilisé aujourd'hui. Parce que, mine de rien, ça permet de peser des choses qui sont très petites. C'est 0,016 et des bananes grammes. Donc, ça nous permet de peser des choses assez petites et c'est utilisé, mais surtout en anglo-saxon. Parce qu'on a vu, les premiers ouvrages, c'est anglais. Ça a été beaucoup développé en Angleterre après la pêche à la mouche. C'est pour ça qu'on est en pied, qu'on est en livre, qu'on est en pound, qu'on est en grains, parce que c'est des unités de mesure qui sont anglo-saxonnes. Reconverti en grammes, sur ces 9 premiers mètres. Donc, n'importe quelle soie, on la prend, on prend les 9 premiers mètres de la soie, on fait la bobine, on la pèse, et selon son poids, avec une tolérance plus ou moins, je ne sais plus, c'est très léger la tolérance, on va avoir, ah bah ouais, on a là 0,06 un grain. On va avoir son poids en grammes sur les 9 premiers mètres, ça va nous donner derrière son numéro. Si par exemple, on prend une soie de 5, c'est la soie qu'on va utiliser là, c'est bien, pourquoi? Parce que sur ces 9 premiers mètres, elle fait 9 grammes, 9,1 grammes. D'accord? Donc, c'est assez sympa, c'est 1 gramme par mètre, une soie de 5, sur ces 9 premiers mètres. C'est 1 gramme par mètre si on est, par exemple, sur un double taper. C'est-à-dire que là, on a 9,1 grammes. OK? Si on prend une double taper, je vais la dessiner là, elle est comme ça. Tac. Tac. C'est-à-dire que c'est un cylindre
Donc, deux profils. Là, je vais soit dessiner de profil. Hein. C'est vrai que je n'explique pas trop, mais si on la déroule et qu'on l'attend et qu'on la regarde de profil, une double taper, donc la fameuse DT. C'est double taper, pourquoi? Parce que c'est double triangle. Parce qu'en fait, c'est un cône, un cylindre, complètement uniforme, qui s'affine à ses extrémités. Donc, qui part un petit peu en pointe. Et là, sur ces 9 premiers mètres, comme pour une SWAT 5, si on est sur une SWAT 5, là, très important, on a bien 9 grammes ici. Si on prend par exemple l'autre soie qu'on connaît le plus, la fameuse WF, qui veut dire weight forward, voilà, le poids décentré à l'avant, son profil, il va être comme ça. Je l'exagère, hein. C'est même pas tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. Très moche le dessin. Et là aussi, on a en plus ce qu'on va appeler la tête de lancer, également 9 grammes sur ces 9 premiers mètres. Et quand on prend une canne à mouche, souvent, on va prendre une canne à mouche classique, 9 pieds, pour soit 2, ce hashtag, ce dièse là, il veut littéralement dire ça, pour soit 2, 4, 5. Souvent, on voit ça, vous êtes d'accord sur les cannes. Et donc, moi, le premier, j'ai toujours cru que c'était une tolérance. Parce que finalement, tout est ramené au poids. Donc, comme un peu au leurre, on nous dit une canne, c'est une 7,28 grammes, ou c'est une 30, 100 grammes, là, ça dépend des. Je ne connais pas trop les cannes au leurre, mais vous voyez, c'est des plages. Je me disais, tiens, c'est une plage, quoi. Elle est capable de porter une SWAT 4 et une SWAT 5 sans casser, quoi. C'est une plage de tolérance. Et en fin de compte, c'est plus subtil que ça. C'est que sur ces deux profils principaux, on comprend pourquoi on va choisir un numéro ou l'autre. Parce que, regardez, une WF, ici on a nos 9 grammes, mais une fois que notre canne est ici, là, une fois qu'on a sorti la tête, on a sorti la totalité du poids. Parce que ce qu'il y a derrière, ce qu'on appelle le running line, c'est hyper fin et ça pèse quasi rien. En tout cas, ça rajoute que très peu de masse à la canne une fois que c'est en. Parce qu'il faut bien comprendre que le poids, il est efficient, il a un impact sur la canne qu'une fois qu'il est en dehors du dernier anneau. Tant qu'il est dans notre moulinet, le poids, il n'agit pas sur la canne. Donc, il faut sortir la totalité des 9 mètres, des 9 premiers mètres. On arrive à nos 9 grammes. Par contre, une fois qu'on allonge, 1 mètre de plus, 2 mètres de plus, 3 mètres de plus, on ne rajoute quasi pas de poids. Ce qui fait que la canne, elle est sur son fonctionnement optimal, soit de 5, très bien, elle peut prendre 9 grammes, de toute façon on ne lui mettra jamais plus, donc on ne va pas la péter, on ne va pas la mettre à genoux, et donc on dit que le chiffre le plus fort était fait pour les WF. Et pourquoi? Parce que si on regarde la DT, une fois qu'on a sorti les 9 premiers mètres, là, ça y est, la canne, elle a ses 9 grammes, elle va bien, elle est dans sa plage de fonctionnement qui est top. Mais si on la décale, notre canne là, tac, et qu'on vient rajouter des mètres, on a vu là, 9 mètres, 9 grammes, 1 mètre par gramme, 1 gramme par mètre, pardon, c'est régulier, c'est un cylindre, on va continuer, on va rajouter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, tu rajoutes 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Et tout doucement, tu vas rajouter de la masse, et donc ta canne, elle va potentiellement casser, quoi. Elle va être à genoux d'abord, on va sentir qu'elle a du mal à porter à propulser autant de poids. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On anticipe que potentiellement, on va sortir plus de 9 mètres et on vient la choisir sur le petit numéro. Et donc, quand il nous annonce 2 numéros sur la canne, la logique veut qu'on prenne le petit numéro pour la DT et le grand numéro pour la WF. Ça vous semble Et après, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les fabricants? Les fabricants, ils se sont dit, mais attends, c'est cool ça, DT, WF, c'est un peu le standard, quoi. Mais comment on se démarque? Et puis surtout, moi j'ai envie de faire un roulé. Et ma DT, ça va, ma WF, ça va, mais c'est pas le top. Et ils ont commencé à sortir des profils très spécifiques. On a un profil qui est idéal pour le rouler. Par exemple, je vous parle d'une. Alors, Scientific Angler, d'une manière générale, toutes leurs soies sont vraiment bien. Je ne fais pas de pub, j'ai rien à gagner, elles sont hyper chères. Mais par contre, la boutique fait que des soies et des fils.
Déjà, quand toute ton énergie est focalisée à faire un seul produit, j'espère qu'il est bien, parce que sinon, la boîte est cool. La VPT, là, vous n'arrivez pas à voir, mais je vais vous la dessiner à peu près. On a les 9 premiers mètres, on est encore en plein dans le cœur du ventre, là, comme ça. Et le running line, il est là. Alors, je la fais très mal, mais c'est pas grave. Et là, on est à 18 mètres ici, là. Donc, imagine, quand tu arrives là, tu as sorti tes 9 grammes. Pour une SWAT 5, pareil, elle va faire 9 grammes sur ses 9 premiers mètres, pas de problème. Ça, c'est obligatoire parce qu'elle va répondre à la norme AFMA. Ils vont sortir les 9 premiers mètres, ils vont les poser sur la balance. Très bien, 9 grammes, c'est une SWAT 5. Boum, classé. Oui, mais sauf que tu regardes derrière. Et là, tu ne continues pas avec 1 gramme par mètre, là. Hein. Derrière, tu continues avec beaucoup de poids. Donc, des fois, pour une SWAT annoncée en 4-5, on va prendre une SWAT 2, quoi. Ou 3, tu vois, mais on va anticiper encore le fait qu'on va prendre la cote petite de la canne, mais encore aussi parce que selon le profil de la soie qu'on va utiliser, ça va être important de prendre en compte de ne pas casser la canne ou de ne pas la mettre à genoux, quoi. Alors, il y a des cannes qui sont un petit peu aussi plus fortes. Il y a des marques qui sont plus fortes. Il y a des actions de canne qui vont faire que tu ne vas pas y mettre une DT. Des actions de pointe très marquées, c'est fait pour lancer des WF. Ça a été pensé pour ça. À un moment aussi, ton matériel va t'imposer un peu ton choix de soie. Mais si tu vas dans l'autre sens et que tu cherches, par exemple, à réussir à tes roulés ou des lancers spécifiques, Laurent nous dira, par exemple, ce qu'il utilise pour la TLT, lui. Ou ce qu'on utilise, mais on va dire que c'est ce que j'aime bien aussi quand même en faire. On verra qu'il sous-charge aussi la canne, tiens, il prend des profils différents. Donc voilà. Donc regardez un petit peu tout ce qui se fait. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, si on a beaucoup de vent et qu'on veut lancer des très grosses mouches, on va avoir des profils qui vont être comme ça, quoi. Et là, du coup, la tête, alors c'est dégueulasse ce dessin, mais c'est pour que vous compreniez que la tête, pour quand même avoir les 9 grammes sur les 9 premiers mètres, sachant que là, on a peut-être 4 mètres de running, et ben la tête, elle est vraiment très grosse. Et là, tu passes ton doigt, tu vois un très gros diamètre et d'un coup, une rupture pour arriver au running. Ça, c'est ce qu'on va appeler les wing tapers. C'est vraiment une bombette, en fait. Hein. Quand tu as sorti 4 mètres, tu shootes. Comme on pourrait imaginer une bombette, vous voyez là, qu'on lance super bien. Ça, on va l'utiliser pour les cannes à 2 mains au saumon, on va l'utiliser en mer. C'est très pénétrant. Alors, discrétion, bien sûr, vous avez compris, hein, ça, tu arrives sur l'eau. Voilà, c'est aussi une bourbette, quoi. Donc, on perd en discrétion, par contre, on gagne en efficacité. Un truc très important que j'oublie de vous dire, on choisit son numéro de soie par rapport au volume des mouches qu'on lance. Alors oui, après, il y a les poissons qu'on combat, il y a si on est dans le vent. Mais en tout premier, le premier critère, c'est pas la peine de mettre une soie de 7 si vous lancez une éphémère, un hameçon de 18. Par contre, c'est la peine de mettre une soie de 7 si vous êtes avec un train de bobby en réservoir avec 2 ou 3 mouches. Si vous avez des mouches volumineuses, les mecs qui pêchent beaucoup aux imitations d'insectes là au Chili, en plus ils ont le vent, ils sont en soie de 6 voire de 7. Donc vraiment, on est toujours parti sur la soie de 5 en rivière, 9 pieds soie de 5. Aujourd'hui, on pêche facilement avec des soies de 3 en rivière parce qu'en fait, proportionnellement à la mouche qu'on pousse, ça va très bien, quoi. Donc, on adapte vraiment ça par rapport aux leurres qu'on veut propulser. Voilà, il y a plein de profils différents. Il faut être curieux, il faut aller voir chez les fabricants. Il y a une soie là qu'on utilise beaucoup à baquer dans la voiture, qui est la MED, Mastery Expert Distance, MED, Mastery Expert Distance de chez Scientific Angler, qui est la soie officielle pour les compétitions de lancer. C'est une soie de 5. La tête fait, on a dit tout à l'heure avec Laurent, j'ai la capture d'écran là, la tête est fait 20 mètres, 70 pieds pour une soie de 5. Donc oui, on a les 9 grammes encore une fois sur les 9 premiers mètres. Par contre, derrière, on a encore 11 mètres de masse. Et là, les gars, la lance en compétition lancée, donc ils ont la soie qui est imposée, mais c'est tout. Et d'avoir une 9 pieds. La règle, c'est ça en casting, rivière. Hein. Là, je parle bien du casting, la section casting rivière, donc distance. Hein, la compétition, c'est celui qui lance le plus loin. Hein, c'est tout simple. Les mecs, ils sont à 40, 41 mètres. Hein, c'est dingue. Hein. Avec une soie de 5. Et là, donc la règle, la soie de 5, donc la MED qui est officielle pour cette compétition-là, pour cette discipline-là, en 9 pieds, ils ont des 9 pieds soie de 8 ou 9 pieds soie de 9. Parce qu'en réalité, ouais, des fois, ils ont même carrément 9 pieds soie de 10. Parce qu'en réalité, tu dois déjà porter. Parce que tu ne shootes pas quand tu es là. Tu ne shootes pas quand tu es là, une WF. Tu ne shootes pas quand tu es là non plus, parce que sinon, tu as un vieux ventre qui va se créer là, une vieille inertie qui va se créer avant de pouvoir shooter. Tu shootes quand tu es ici, là. Quand tu as lancé
ta tête est en dehors de ton dernier anneau, et là, tu shootes. Ça ne sert plus à rien de faire des faux lancers et d'allonger, parce que tu vas te retrouver, c'est comme si ton leurre, il touche par terre et que tu lances. Et puis, si tu es là, bah, c'est comme si ton leurre, il est à ton anneau, et puis tu essayes de lancer. Ça ne va pas, il y a une longueur qui est importante à respecter pour shooter un leurre. La soie, c'est pareil. Ça, c'est ta masse. Alors, c'est compliqué, on va le voir, parce que cette masse est en longueur, mais il y a des choses à respecter. Mais on shoot une WF, c'est des soies qui sont faites pour shooter. On shoot quand on a notre tête de lancer qui est en dehors du dernier anneau. Et quand tu as une tête de lancer qui fait 70 pieds, là, 20 mètres, à portée d'abord sur tes faux lancers, et bien là, tu as intérêt d'avoir une canne en soie de 9, 10, parce que tout simplement, le poids est hyper important. Donc, il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui à dire « Oh putain, très bien, elle avait pété, ok, nickel, j'ai une canne en soie de 4-5, je la prends en 5. » Non, regardez bien le profil, parce qu'elle va vous être donnée pour son poids sur les 9 premiers mètres. Et ça, c'est des normes, donc on est obligé ils sont obligés de respecter ça, donc voilà, il faut faire attention. J'ai fini sur les soies. Je sais pas, ça me plaît bien, mais je sais pas si je transmets comme ça me plaît bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions avant qu'on continue, c'est parti. Des fois, on voit des soies avec 2 numéros aussi. Ah, tu as vu des soies avec 2 numéros? Ouais. Waouh. Je sais pas. Alors ça, je sais pas. J'ai jamais vu. Tu as une marque, tu as un modèle? Ouais, je suis en tête. Si tu retrouves, tu nous diras sur le mail là qu'on a reçu, là, que ça, je regarderai. Ouais. Comme ça, on essaiera d'y répondre après avec d'autres experts. Une soie avec 2 numéros. C'est pas les grains? Ah! Est-ce que c'est 2 numéros genre 4-5 ou 3-4 ou c'est vraiment un truc, par exemple, tu as peut-être, est-ce que si c'est marqué 140 et 9, bah ouais, tu as le poids en grains et le poids en grammes. Non. Non, c'est pas des écarts si importants. Alors, ouais, essaie de retrouver comme ça, on regardera ça, ouais. Et après, pourquoi on utilise un profil plus qu'un autre? C'est vraiment adapté à notre pêche, au milieu qu'on pratique. Il y a des soies comme les DT qui vont être hyper intéressantes parce que du coup, c'est moins puissant la propulsion. Tu prends une WF, une fois que tu as shooté, c'est un peu comme si tu as lâché ta balle. Pour faire des choses après, c'est compliqué. Une DT va être bien plus douce. Une fois qu'on a shooté, on peut encore faire des manigas aériens, on peut encore faire des choses après le shoot. Ça peut être intéressant sur du remplacement de soie en l'air, sur la TLP. Donc, c'est vraiment à adapter en fonction et de la canne, bien sûr, mais aussi de ce qu'on recherche. Et c'est vrai que ça fait avoir pas mal de moulinets et pas mal de soie. Seb, qu'est-ce que tu penses des soies naturelles? J'ai un très gros problème, c'est que je suis né après les soies naturelles et que j'ai très vite compris que c'était bien de pouvoir balancer les moulinets dans la sacoche. Justement, Seb, qu'est-ce que tu penses des soies naturelles? Il savait faire, il faisait ça, WF. Trop bien. Mais ouais, je suis mauvais et il faut y entretenir, il faut y faire sécher, y graisser. Ouais, là, je suis désolé. Il faudra que tu prennes un expert naturel. C'est une intervention. Oui. Ça ne peut pas être même à la fabrication, tout ça. Des ratios, des petits comme ça. C'est bien. Ouais, voilà. Tu parlais de la DPT pour les rouler, mais la DT, c'est aussi bien, si c'était mieux, quasi même. C'est au moins aussi bien, quoi. Ouais, en fait, la VPT, ils l'ont sorti. Pourquoi tu parlais de la VPT? Parce qu'ils l'ont sorti pour ça. Alors, ils l'ont sorti pour tout ce qui est. C'est mieux que la DT? Bah, tu vois Jérôme avec une DPT sur un roulé, il arrive au backing. Voilà. Il n'arrive pas avec une DT. Ah oui, c'est la charge. En fait. Et en fait, ils expliquent vraiment très bon lanceur au roulé, que ton roulé, en fait, c'est tu as un tracteur et ta remorque derrière. Ouais. Après ton ancrage, la partie tractante, il faut qu'elle soit très lourde pour pouvoir en tirer au maximum. Et la VPT, elle a un profil, voilà, tirer la remorque. Et la VPT, elle a un profil qui est fabuleux. Et elle est très intéressante sur toutes les adaptations du lancer à 2 mains pour le faire sur le lancer à 1 main. Donc, tout ce qui va être snake roll, replacement de soie, ancrage et repartir, la VPT elle va être géniale pour ça. Donc, elle a vraiment été pensée pour les roulés et toutes ces techniques du spé cast adaptées à la canne à 1 main. Et ouais, moi j'ai des vidéos de Jérôme roulé, backing, ok, one shot. Tu fais d'accord. Et là, c'est avec la VPT. Ça c'est Jérôme. Ah bon, moi j'ai essayé plein de fois. Backing, il est bien propre. L'action aussi. Non, oui, après, il n'y a pas que le rouler, c'est une technique. Voilà, donc après,
notre fameuse soie. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment l'animer, comment la lancer. Et on va parler du lancer mouche sèche en s'inspirant des 5 essentiels. Ces 5 essentiels, normalement, vous avez reçu un article hier, c'était un peu short sur votre boîte mail. C'est un petit peu lourd à lire, mais je vous invite à l'avoir un peu avec vous et à le relire souvent et à le garder un petit peu en livre de chevet, quoi, si vous avez envie de progresser au lancer. Parce que ce qui est très important à dire, donc on avait dit que c'était. Je vais prendre quelques notes parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, c'est un père et un fils qui, à un moment donné, aux États-Unis, là, Jay et Bill Gamel, se sont dit, c'était dans, je ne sais plus en quelle année on a regardé tout à l'heure, c'est sur l'article des années 60, non, hein, c'est pas si vieux. Non, 80 même, carrément. En fait, eux, ils se sont dit, le père et le fils Bill Gamel, là, dans les années 80, ils se sont dit, OK, on va sillonner les États-Unis, on va aller filmer tous les mecs qui sont bons en lancer. Parce qu'il y a forcément, comme au javelot, comme au foot, comme à toutes les disciplines où on shoot, où on lance, une base commune, physique, qui fait qu'on va pouvoir tirer l'essentiel du lancer mouche, quoi. Et donc, ils sont allés voir tous les lanceurs des États-Unis, il y en a un grand nombre, caméra au point, et puis ils ont filmé tout ça et ils ont réussi à tirer 5 essentiels. Ce qui est très important, c'est que ce n'est pas notre paroisse, ce n'est pas l'invention d'un mec qui a dit le lancer mouche, c'est comme ça. C'est pas la lubie d'un gars, quoi. C'est de la physique. C'est simplement 5 milliards de essentiels qui vont vous sembler mais cons, quoi, mais qui sont indispensables pour autant. Et pour dire que ça appartient à personne et que par contre, pour le coup, quand on dézoome ou qu'on zoome, je ne sais pas, mais on se rend compte que c'est le socle de base de l'enseignement donc du CI, le Casting Instructor, qui est un diplôme assez difficile à obtenir et qui est basé sur les 5 essentiels, du Master CI aussi, donc du Master Casting Instructor, donc de la TLT. Et comme par hasard, le socle de lancer et la base de lancer, c'est tous les 5 essentiels, quoi. Et c'est pas la peine je critique personne, mais de vouloir refaire une académie, un machin, un truc nouveau. C'est de la physique, là. On répond tous aux mêmes lois. La gravité, les frottements dans l'air, et le fait que j'ai une masse à lancer et que je veux qu'elle avance, et que cette masse, malheureusement, c'est pas une boule, mais c'est une ligne qui est toute longue. Donc, il faut respecter des choses. Et là, on se retrouve tous devant les mêmes conditions. Et parler des 5 essentiels, c'est pas Chantan, c'est pas Thibol, c'est pas Malik, parce que là, c'est sûr que c'est Malik qui a rédigé cet article. C'est vraiment une base commune de physique, donc c'est très important. Et quand on va vous dire, mais non, mais attends, ouais, la méthode Intel, ouais, mais la méthode Intel, elle est sur la même planète que nous. La planète que nous, elle a le même frottement, la même gravité, et on est d'accord qu'on pense tous sur une squat. Donc ça, c'est très important parce que vous pouvez vraiment vous en inspirer, c'est immuable comme base. Et en fait, ça va vous permettre aussi à ce que le casting et le lancer deviennent aussi passionnants que pêcher. Si vous en avez envie, ça se pratique toute l'année. Il suffit de mettre un petit pompon, d'avoir un bout. Vous voyez, tout à l'heure, on va faire une démo. On a quoi? On a une allée en ville. On peut se faire plaisir à lancer, à contourner un obstacle et à pêcher, en fait. Et être entre potes, entre pêcheurs et être en ville, n'importe où. Voilà, le casting, ça reste une discipline qui est praticable toute l'année. Il n'y a pas de fermeture. Il n'y a même pas besoin de permis. Et je connais des gens qui ne font que lancer. Des gens qui j'ai appris à pêcher à la mouche et qui ont accroché sur la gestuelle, pure et dure, réussir à lancer comme il ferait, je ne sais pas moi, de la GRS. Un pigeon de chasse. Exactement, c'est du plateau. Et voilà, donc je vous invite à vous passionner un petit peu de ça, parce qu'en tant que pêcheur à la mouche, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Alors c'est parti, on va les voir en détail. Vous les avez dans l'article, hein, bien sûr. Attends. Comment il s'appelle? Ah ben voilà, j'étais déjà dessus. Alors c'est sûr qu'évidemment, celui-ci... Alors, il a fallu les classer. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on aurait pu commencer par parler du 4, du 5. Il n'y a pas d'ordre, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Il y en a un qui c'est un peu le cœur de cible quand même, on en parlera. Enfin, on le précisera quand on sera dessus. Mais là, ils ont été rangés dans cet ordre-là. J'ai pu trouver sur Internet des articles où ils sont rangés dans d'autres ordres. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, il faut avoir les 5. Le premier paraît tout bête, mais il faut
appliquer une pause plus ou moins longue entre chaque séquence de lancer. Une séquence de lancer, c'est un lancer arrière, un lancer avant, un lancer arrière, un lancer avant, et j'ai une pause à respecter qui va être plus ou moins longue entre ces deux séquences. Pourquoi? Donc, et ben pourquoi? Ben, c'est simple. Hop, hop. Non, mais en fait, voilà, on a un lancer arrière, on a un lancer avant, et puis là, ben, je respecte un certain timing en fonction de ma longueur de soie, bien sûr. Et là, on va plutôt parler du temps de pause et qu'est-ce qui se passe si j'attends trop. Si j'attends trop, gravité, ma soie retombe. Ça, c'est très facilement détectable parce qu'on a attrapé l'herbe, parce qu'on a entendu derrière, et puis qu'on a senti qu'on était parti très bas derrière. Donc ça, c'est une faute qui, heureusement, est détectable assez facilement. Par contre, celle qui est plus subtile, c'est quand on va trop vite. Celle-ci, on a beaucoup de pêcheurs qui sont très rapides. Et celle-ci, elle est moins détectable et pourtant, elle est très dangereuse. Elle est très grave. C'est rien de grave. Il n'y a pas de danger. On ne va pas mourir, bien sûr. Mais c'est très important d'essayer d'être dans le bon timing parce qu'on comprend. Voilà, préjudiciable. Je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez si on va trop vite, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a notre canne ici et notre soie qui est comme ça ici et notre paddling. Si on n'attend pas, en fait, le bon moment pour repartir, c'est quand on arrive à la jonction entre la soie et le badling. C'est-à-dire, en fait, quand on a déroulé notre soie. Parce que le badling, lui, il pèse vraiment rien. Une fois qu'on a notre soie qui est déroulée entièrement, là, on réactive sa séquence de lancer vers l'avant ou vers l'arrière, selon où on en était. On laisse dérouler la soie, on arrive à la jonction soie de badling, on repart. Si on le fait trop vite, que par exemple, là, j'ai shooté en arrière, donc j'ai ce morceau de soie qu'on va appeler la jambe de mouche, et celle-ci là, qu'on va appeler la jambe de canne. D'accord? Cette partie-là de soie. J'ai ma jambe de mouche qui va dans ce sens, qui est encore en train de partir derrière. Et moi, si je repars en avant, là, alors que je n'ai pas assez attendu, j'ai ma jambe de canne qui va dans ce sens. Je suis en train d'opposer deux forces. Là. Donc, tant que je n'ai pas rattrapé et que je n'ai pas déroulé tout ça pour arriver ici avec mon badline là, eh ben, j'ai aucune action. Je suis en train de consommer de l'énergie et du déplacement de main, alors que j'ai aucune action, j'ai un effet poulie simplement. Je déroule d'un côté, je renroule de l'autre. Mais finalement, je consomme de l'énergie et surtout, je consomme, on va le voir après, du chemin de lancer. C'est-à-dire que j'ai un chemin de lancer qui est déterminé par ma capacité corporelle. Au max, si vraiment j'ai besoin d'aller très loin, je vais être là en arrière, parce que physiquement, ça y est, je suis à bloc, et je vais être là en avant. Bien sûr, vous allez me dire, bah, rajoute un pas. Ouais, je rajoute un pas. Allez, j'ai gagné, alors là, j'ai une amplitude de malade. Mais après, il faut rester rectiligne. Ça commence à être très dur. On va rester sur quelque chose de raisonnable. Mon amplitude maximale en fonction de mon gabarit corporel. Je suis en arrière, lancé arrière, blocage. Je repars devant, blocage. Si je n'ai pas assez attendu et que j'en suis là, quand enfin je suis à mon raccord soit badline là-bas et que c'est déroulé, ben, il ne me reste plus que ça pour lancer. C'est con, putain, j'avais peut-être 2 mètres, enfin non, je fais 1m80, donc j'avais 180 d'envergure, j'en ai consommé 80, il me reste qu'1 mètre. C'est quand même hyper dommage. Et du coup, sur ce mètre, qu'est-ce que je vais faire? Oh putain, ça va être chaud maintenant. Je vais accélérer. Parce que je vais essayer de rattraper mon temps de retard. Et en accélérant, il y a 9 chances sur 10 que je tape dans ma canne, comme on dit, que j'ai une accélération brutale, et du coup, que je fasse un nœud. Donc, c'est là où on se rend compte que c'est très important de respecter ce timing. Le bon timing, c'est ma soie se déroule, j'ai mon raccord soit badline, ma soie est déroulée en entièrement, le badline on ne compte pas, lui c'est pas grave. Ma soie est déroulée entièrement, bien à plat, je repars sur mon shoot avant, ça se déroule, c'est bien à plat, je repars sur mon shoot arrière. Donc, on respecte ce temps de pause. Bien sûr, on va le voir en fonction de la distance à laquelle on pêche. Hein. Le temps de pause, et c'est ce qui est compliqué pour un débutant, ça serait plus facile de lui dire tu lances 1, 2, tu relances 1, 2. Tu vois, ça serait facile, mais non, ça fait que varier. Parce que au fur et à mesure qu'on sort de la soie et qu'on va pêcher une distance plus ou moins longue, et là, ce temps de pause, il diminue ou il augmente. Et c'est toute la complexité de notre art. Donc, bien comprendre qu'on essaye de ne pas opposer deux forces, de ne pas aller dans un sens quand il y a un bout de soie qui va dans l'autre, parce que forcément, tout ça, ça rend la chose des lancers complètement inutile et on perd en chemin de lancer. On va parler du chemin de lancer plus en détail après. Ça entraîne ce fameux gaspillage d'énergie là,
quand on repart trop tôt ou qu'on attend trop aussi, du mou dans la ligne. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, l'essentiel numéro 2 dit ça, éviter toute perte de tension durant l'application de la force. L'application de la force, c'est le déplacement. C'est-à-dire que je me sers de ma canne comme un levier pour augmenter ma puissance parce que je pourrais l'acheter à la main, ma soie. Ma soie, c'est une masse. C'est une masse, je la jette. Elle a acquis une vitesse pendant le déplacement puisque je l'ai jetée. Comme moi, je suis en voiture, je roule, je m'arrête. Elle, tant que les frottements n'empêchent pas et que la gravité n'empêche pas, elle va continuer d'avancer. J'ai pu la jeter avec ma main. Et elle aura tracté ma mouche sans problème. Et on sait très bien que donnez-moi un levier, je soulèverai la terre. On va rajouter un levier grâce à la canne. Et la canne ne sert qu'à ça, à augmenter notre force, à faire un moment entre la soie et notre main. Et pour donner plus de vitesse à la canne, à la soie, pardon. Et donc, on essaye d'éviter toute perte de tension durant cette application de la force. Cette application de la force, c'est vraiment ce mouvement-là qui va être progressif, on le verra après aussi, entre notre séquence de lancer avant et arrière. Et qu'est-ce qui se passe si on a une perte de tension? En fait, la perte de tension, on va en parler là. Ah ouais, ça c'est excellent comme exemple. Là, on le voit. En fin de compte, ça va être exactement ce qu'on s'est dit avant. Ce qu'on s'est dit avant, c'est que du moment qu'on va avoir une perte de tension sur notre lancé arrière, on va le compenser par une accélération. Donc là, très problématique. Et on a souvent, et très souvent, plutôt, des pertes de tension au démarrage. Vous voyez, des fois, là, quand on est sur l'eau, on repart, on fait un grand geste là immense, et puis en fait, il ne se passe rien parce qu'on avait tellement de mou sur la ligne que, en fait, on a commencé notre gestuelle et on est quasiment arrivé à plus de la moitié de notre chemin de lancer, et enfin, on a un impact sur la mouche. Enfin, on tracte, on met en action notre soie. Et forcément, quand après, il ne nous reste plus de place, exactement comme le coup d'avant, et ben, pour compenser cette perte on va aller vite et fort. Et alors là, pareil, 9 chances sur 10 de faire des nœuds, parce qu'on verra que la base de tous les nœuds, c'est une mauvaise application de la force. On va le voir un petit peu après. Donc, pour remédier à ça, il y a un truc qui est bien là, quand on redémarre ou quand vous apprenez à un jeune, à un débutant, c'est moi, je les fais reculer, tant pis. Tu vois, ils sont sur l'eau, il y a un gros tas. Donc, si on au sol, je les fais reculer. Là, on est en tension. Et dès qu'on est en tension, je leur explique, on monte, string, on vient sonner une cloche là-haut, là, qui est à la verticale. Ou alors, les jeunes, ça va bien, c'est allô. Tu vois, le lancer, c'est vraiment allô. Tu bloques ici et c'est pour toi. Tu veux rendre le téléphone. Allô, c'est pour toi. Et là, on est sur notre arraché, posé, le fameux lancer de base, arraché, posé. Et si tu démarres, tu les fais démarrer avec tout ça là, pareil, regarde, ils en sont là, et enfin, ça y est, la mouche, elle bouge. Mais et le halo, ils ont plus de place. Donc vraiment, je les fais reculer. À la fin, des fois, ils sont à 15 mètres de l'eau. Et puis tout doucement, je le règle pour qu'on retourne sur la flotte. On résorbe tout le mou. Une fois qu'on a dessus, on vient au sol, regardez un peu la patate et la place que j'ai pour donner de la vitesse à ma soie, parce que j'utilise tout mon chemin de lancer. Donc ça, c'est hyper intéressant d'amener, d'utiliser la totalité du potentiel de lancer qu'on peut avoir, quoi, en fonction de notre gabarit. C'est sûr qu'un enfant qui est petit, voilà, physiquement parlant, il va lancer moins loin, donner moins de vitesse à sa soie il peut compenser par la force s'il est bien progressif. On va le voir. Qu'est-ce qu'on dit de plus sur l'essentiel numéro 2? Éviter les pertes de tension. Ouais, en fait, une perte de tension, à un moment donné, si elle arrive, faut bien se rendre compte que tout est lié et que la soie, on a une perte de tension et qu'on fait ça parce qu'on a créé un ventre, on a créé une masse inerte ici, là, comme le maillon d'une chaîne. Et ben, c'est pas simplement instantané, j'ai une vague et elle s'en va. C'est toute ma soie qui va faire ça parce que cette vague va rester. Et ça va commencer à donner une forme complètement tridimensionnelle à notre boucle. Et puis, du coup, en termes d'efficacité, de vent, de passer sous les frondaisons, on commence à être vraiment bancal, quoi. Donc, faut bien se rendre compte que tout ce qu'on fait avec la canne, pareil, on va en parler après, la soie continue de le faire. Et tant qu'on n'est pas arrivé au bout, si je fais une vague, on peut même en sortir un peu plus. Si on fait une vague, alors au passage, ces cannes, c'est hyper intéressant. Ce n'est pas du gadget, c'est des cannes d'entraînement d'intérieur. Vous essayerez, ça réagit exactement comme un ensemble canne soie moulinée. Vous voyez, si je fais
Si je fais des W, bon, c'est pas facile, mais on voit bien que toute la soie va le faire. Donc, si à un moment donné, j'ai une perte de tension dans mon lancer, où je vais vite, j'arrête et je reviens vite, et ben, cette masse inerte va se propager, elle va rester, elle va rester, elle va rester, tant que je ne l'ai pas résorbée au bout de ma soie. Et donc, forcément, ça traîne pendant tout le lancer. Bien penser, ouais, quand vous débutez sur le lancer, de bien résorber votre mou avant de démarrer. Ah ouais. Oui, aussi, ça aide. La succion de l'eau aide à la résistance, ouais. Ouais. Il y a un truc aussi, la perte de tension, on l'a beaucoup sur les essais de double traction non maîtrisés. Tu vois, des fois, la main, alors là, par contre, pour le coup, ça ne glisse pas des masses, mais la main va s'approcher, celle-ci va s'approcher. Là, tu crées ce mou là. Vous voyez ce mou là. Et ben ça va faire une perte de tension dans la ligne, ça va commencer à rentrer du ventre, de la masse inerte. Et on l'a sur les mecs qui tractionnent jamais au bon moment. Parce qu'on apprend la double traction ou qu'on pense savoir faire et qu'on ne sait pas faire. Et là, on a beaucoup de perte de tension dans la ligne. Donc, comme quoi cet essentiel est très important, hein, sur ces mauvais déplacements de la main de soie sur les faux lancers. Là, ce que je conseille, donc si c'est récurrent, vous vous rendez compte que souvent vous avez du mou comme ça, que ça touche derrière, que ça touche devant, que vous êtes toujours. C'est arrêter le tir en pinçant la soie main droite, enfin main de canne, pardon, parce qu'il est dégauché, et de plus servir de la main de soie. Et travailler, reprendre des bases, et travailler uniquement avec la main de canne. Ensuite, on réintègre la main de soie en la tenant fixe. Et là, écoutez, vous entendez? Là, qu'est-ce que ça fait là? Le fait que. Et là, ça tractionne naturellement. On appelle ça en TLT la traction induite. Laurent vous fera voir tout à l'heure. C'est-à-dire que du coup que j'écarte mon bras de mon corps là, je tire sur ma soie, enfin ça tire sur ma soie. Et là, ça vient accélérer ma soie et faire en réalité une traction sans que je puisse choisir le timing, il est forcément juste. Parce que j'ai rien fait, c'est physique là. Donc, ce qu'on conseille, et vous verrez Laurent, il tient. Alors, je ne sais pas si tu la tiens au plexus ou sur le côté, mais en tout cas, on conseille, quitte à pas maîtriser la double traction, à ne pas faire de bêtises et à lancer toujours. Vous verrez, on est comme ça. Et là, tu es tranquille. Ta soie, elle est contre ton buste. Là, vous écoutez. Si je ne le fais pas, franchement, il n'y a pas de bruit. Hein. Regardez. OK, pas de bruit. Si je le tiens. Vous entendez? Il faut graisser la soie là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça tractionne. Sinon, on n'entendrait pas de bruit. Et ça, c'est induit. Et je suis forcément dans le bon timing. Donc, c'est aussi une solution pour, si vous sentez que vous avez trop de perte de tension, on repasse par une seule main. Ensuite, si on veut réintégrer la main de soie, on la tient au buste où vous voulez. Assez loin de la canne, hein, ça sert à rien de la tenir ici. Si vous la tenez, bien sûr que là, on n'est plus en point fixe. Mais en point fixe, où vous voulez sur votre corps. Et là, ça permet de faire une double traction induite. Donc, très important ça. Je crois que c'est tout pour l'essentiel numéro 2. Je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Ah ouais, si vous voulez vraiment travailler la double traction, un petit exercice intéressant, c'est de la travailler au sol et de la décomposer. On part derrière. OK, bon là, j'ai déjà mon mou. Et en allant sur le shoot avant, on tractionne et on repose. Et là, on doit être rappelé. Vous allez le sentir, là, ça glisse vraiment mal. La corde dans les anneaux, mais ça doit rappeler. Donc, et on le décompose. Arrière, avant. Et on laisse poser. Et on regarde qu'on soit bien dans nos 180 degrés. C'est une règle qu'on va voir après. Bien dans l'alignement. Ça, si vous voulez, on regardera après dehors comment travailler la double traction pour la rentrée. Doucement d'abord à l'horizontale, au sol à chaque fois. On s'arrête. Hop, on s'arrête. On tractionne, on s'arrête. Et tout doucement, on enlève notre plan, on enlève notre plan pour arriver à la rentrée en l'air et la garder. Là, ça y est, il faudrait. Là, c'est ça. Ouais, on le fera. Ouais, on le fera avec de la vraie soie. Alors, là, on rentre dans le cœur de la meule. On rentre dans le cœur de la meule parce que c'est le cœur de cible des 5 essentiels. Il faut absolument, et ça en fait c'est simplement expliqué, c'est tout con, mais c'est comme on a une masse qui est linéaire, qui est en ligne, faire parcourir au sillon de la canne, à la pointe de la canne, un chemin rectiligne. Et là, on commence à être dans quelque chose de très compliqué parce qu'on travaille sur un plan tridimensionnel et on doit se forcer à rester dans un plan 2D. Et là, on est obligé de forcer notre cerveau. Et avant que ça devienne une compétence inconsciente, comme faire un lacet sans réfléchir ou conduire en téléphonant et en mangeant et en fumant une clope,
parce que on conduit d'une manière complètement inconsciente, et ben, il faut s'entraîner. Et Laurent pourra nous témoigner un an d'entraînement quasiment pour être instructeur au lancer suisse. Il faut qu'en fait, au lancer TLT, pardon, il faut qu'en fait, le lancer, vous ne réfléchissez plus, quoi. Et ça, il n'y a pas photo, c'est quotidien. C'est quotidien si vous en avez envie, bien sûr, mais si vous voulez vraiment progresser, c'est au moins hebdomadaire. Un pompon, une canne, et c'est parti. Il faut que ça s'imprègne, il faut que les chemins neuronaux se créent et que ça soit une discipline. Là, le mec qui lance son javelot, il n'arrive pas au JO sans s'être entraîné. Hein. C'est clair et net, et c'est une gestuelle précise, et ça part de là, et puis ça finit dans le javelot. Bah là, c'est pareil. Donc, ça demande d'entraînement. Mais là, c'est le cœur de la meule. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour produire un loop efficient, précis et serré, donc le loop, c'est ça. Voilà, c'est la boucle. Donc, c'est vraiment le bout. Hein. Donc là, il est plutôt joli. Hein. Beau lancer. On a les deux jambes soie et canne qui sont bien parallèles. On a la boucle qui est à peu près serrée. Là, ils disent que c'est serré quand tu commences à avoir 60 cm, tu vois, entre les deux. C'est déjà joli. C'est la tolérance qu'on a sur l'examen que je passe là. Donc, précis et serré, le lanceur doit s'efforcer de faire suivre au sillon, à la pointe de sa canne, un parcours d'accélération qui soit le plus rectiligne possible. Donc, évidemment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je m'amuse à faire une vague, et ben ma soie, elle fait une vague. Et si en revanche, je fais... Alors, attends, on va en sortir un petit peu là. Un petit peu plus quand même. Voilà. Si j'arrive à avoir un chemin de lancer très rectiligne avec mon sillon, et ben forcément, j'ai une petite boucle qui est bien serrée, bien pointue, bien efficiente, bien pénétrante dans le vent et qui va aller plus là où je veux que si je suis aléatoire en me disant tiens, je vise à peu près là-bas, j'ai fait une rotation, jusqu'à 10 mètres, ça tombe à peu près où je veux, mais si on veut commencer à allonger, vous allez comprendre que les 5 essentiels, c'est indispensable. On arrive du coup à l'explication de 3 formes de boucles. Alors forcément, vous allez me dire, ben non, il y a des milliers de formes de boucles. Oui, mais on va dire qu'on va en faire 3 pour schématiser et vous rendre compte des choses. On a la trajectoire de sillon convexe, c'est-à-dire que mon sillon, je lui fais faire l'essuie-glace là, je fais faire un rond. Regardez la forme de la boucle. Il n'y a rien d'étonnant, ça fait une boucle qui est très ouverte. Donc forcément, ça peut être un type de lancer, hein. Ça peut être un lancer voulu pour imposer vraiment parachute. Je vais faire un shoot très haut. Alors, on va faire un shoot très haut devant et puis on va laisser retomber en paquet. Si c'est volontaire, il n'y a pas de problème. Mais si on recherche une boucle efficiente, précise et serrée, comme on a vu dans l'énoncé de l'essentiel, on voit bien que là, on est en rotatif pur. Donc, mon sillon, lui, parcourt un chemin de rotation, là, très rotatif, donc convexe. Ben, ma soie, elle ne va pas faire des miracles, elle ne va pas partir en ligne. Elle ne va pas corriger. Quand on dit ah, j'ai ma canne, elle corrige bien. Non, n'importe quel manche à balai, il lance une soie. Tu peux lancer, mais c'est vrai, du moment que tu accroches ta soie au bout et que tu donnes de la vitesse à ta soie, elle s'arrête et continue d'avancer. Donc, c'est vraiment le lanceur. Il n'y a pas de mauvais matériel, il y a que des mauvais lanceurs. Et on est tous des mauvais lanceurs. Et si par contre, là, je commence à être plutôt rectiligne, vous voyez tout de suite la différence. Donc, on va parler de boucles ouvertes, très ouvertes. Hein. Voilà, on est en très rotatif. Et on va parler de boucles fermées, serrées. Là, vous voyez, hein, elle est hyper serrée parce que mon sillon parcourt, lui, une ligne droite. Et on a la dernière boucle. Alors oui, bien sûr, il y a toutes les boucles intermédiaires où on est plus ou moins en ligne, mais pas tout à fait. Je vous les passe, hein, on va pas... il y en a des millions. La boucle ouverte, la boucle serrée et la fameuse tailing loop. Le tailing loop, c'est le nœud. Celle-ci, on y arrive tous. C'est des formes complètement merdiques où l'hameçon vient se raccrocher dans la soie. Ça, c'est produit. Alors, comment c'est produit? On a vu la première, c'est produit en faisant la rotation. La boucle serrée, elle est produite en faisant la linéarité, en déplaçant notre sillon sur une trajectoire rectiligne. Et la dernière, c'est quand on fait un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'on va démarrer ici, on va par exemple descendre, puis remonter. Comme je vous disais tout à l'heure, la vague, elle reste. Et on va descendre et remonter. À un moment donné, ça va se croiser, les plans vont se croiser. Et là, on va faire le fameux nœud. Donc là, c'est ce qui se passe ici. Quand on est au pompon, ça peut un peu passer. Quand on a un hameçon, là, bah, souvent, ça se raccroche, ça ne vous apprend rien. Ça parle bien à tout le monde. Le fameux. Et c'est souvent aussi quand on remonte. Ouais. Tu descends et tu remontes. Alors là, clairement, tu as la soie qui est là, elle descend, toi, tu remontes. Et ça vient forcément retaper ou dans la canne ou dans l'autre partie de la soie.
Voilà pour les formes de soie. Et donc, très très important d'arriver. C'est fou parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cet essentiel, si ce n'est s'entraîner. Parce que il n'y a pas forcément de correction ou de. Il y a des exercices. Par exemple, l'exercice avec les deux cibles et la rubalise pour respecter les 180 degrés. C'est-à-dire que, en plus de faire parcourir, parce que ouais, c'est obligatoire, ça va de pair. C'est-à-dire que si je veux faire parcourir un chemin rectiligne à mon sillon, ça veut dire que ma main aussi est en ligne droite. Et vous voyez ce qui est dur, c'est que quand je suis là, je suis assez près de mon corps, et si je veux rester en ligne, j'ai tout mon bras qui s'ouvre et mon coude qui s'ouvre. Là, Lolo, c'est son truc là. Non, mais c'est pas mon truc, mais c'est plus facile, c'est-à-dire sur un plan, on suit un plan. Le plan, là, on a une ligne droite. Si je suis ici, par exemple, je suis cette ligne droite, je veux que mon sillon suive la ligne droite. Si je suis en face, on mettait en face de moi, mon bras et mon poignet va s'écarter du corps. Si je veux que le sillon suive la ligne droite, comme elle est définie, on voit que le coude se rapproche du corps. Et là, il se rapproche jusqu'à un moment où on va aller vers l'arrière. Qu'est-ce qu'il va falloir faire et dire au cerveau, c'est pas de continuer là, c'est de continuer mais en poussant vers l'extérieur. En fin de compte, si je me mets en face de vous, on va avoir le sillon qui va partir ici, là, le poignet et le coude se rapprochent de moi, et là, quand je vais vouloir aller derrière, il va falloir que je sorte. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et en fin de compte, le cerveau, il ne comprend pas parce que lui, il dit, mais j'ai l'impression de faire une courbe là. Non, ce n'est pas une courbe, c'est justement pour que ta pointe aille en ligne droite, il faut que tu sortes. Et ça, en fin de compte, c'est quelque chose qui est compliqué de travailler parce que c'est quelque chose de pas naturel au cerveau. Et là où ça devient encore plus compliqué, par exemple en TLT, c'est que non seulement on suit une ligne droite, mais en plus elle part d'un point bas pour aller vers un point haut. Donc on doit sortir en descendant et sortir en montant derrière. Et en fin de compte, c'est parce que le lancer en TLT, c'est un lancer angulaire qui part sur un lancer arrière haut pour aller vers un lancer avant bas en direction d'une cible. Pourquoi? Parce que ensuite elle est dans l'eau, elle n'est pas en l'air. Donc voilà. Et c'est cette maîtrise de lancer et en fin de compte de prendre un point. On voit très très bien ce phénomène où on va s'écarter du corps. Et en fin de compte, souvent on lance, on part d'ici. Ouais, mais là je vais en ligne droite. Ah non. Là tu fais une courbe. Pourtant je suis. Ah non. Tu fais une ligne droite si tu sors. On voit tout de suite la soie parce que la soie elle suit. Et la soie là. Elle va faire un loop très pénétrant. Si on commence à s'écarter comme ça, là, et ben, elle part sur le côté, là. La soie, on la voit, ça part à plat, les bouts. Et en fin de compte, c'est parce que souvent, ça finit comme ça derrière. On est bien devant, et là, tac, derrière, on part comme ça en juillet. C'est une rotation, petite rotation qui est ici. Et là, se dire, il faut que mon doigt, il aille vers là. On pêche, et là il vient vers. Et bien de là à là, c'est une rotation. C'est sûr, la distance d'un doigt, ce n'est pas une grosse rotation. Mettez 9 pieds, voilà, sortez un plan de 30 cm. Du coup, elle part à plat, la soie. La boucle, elle part en ellipse. Et ça, si vous allez vous entraîner sur le stade, vous posez simplement votre main sur la barrière blanche, là. Mais en position, bon, moi je suis droitier, pied gauche en avant, quoi, voilà, ça ouvre la totalité de mon. Anatomiquement, de pouvoir ouvrir son thorax du bon côté quand on a le pied gauche en avant et qu'on est lanceur droitier. Voilà, et ben tu t'amuses, tu te mets sur la barrière, mais même déjà tu suivre une canne comme ça. Là, et tu te dis putain, mais attends, mais quand je suis ici, je suis tellement près de mon corps. Et là, je suis tellement loin, tu te dis, mais non, je me suis forcément écarté. Et en fait, non, je suis en ligne droite, la preuve, quoi, je suis en ligne droite. Donc, avant l'échauffement, sur le stade, déjà, moi, je me mets sur la barrière, tout doucement. Je matérialise faire déplacer ma fichue main sur cette fichue ligne, quoi. Et après, parce qu'après, attends, il n'y a pas que celle-ci. Après, tu peux faire ça. Tu peux rajouter des rotations. Voilà. Et si en plus, il y a un poisson qui gobe, alors là. Voilà. C'est là où ça demande inconsciente parce que derrière, il n'y a plus rien.
Là, on va passer sur l'essentiel 4. Merci Lolo, parce que c'est vraiment ça. Entraînez-vous à vous dire, voilà, j'ai une craie accrochée à la main et je veux dessiner une ligne droite sur le tableau. Donc, déjà comme ça, et en plus, dans le même plan, quoi. Donc ça, c'est intéressant. L'essentiel 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, alors ça paraît pareil, tout bête, mais il dit donc la longueur du parcours du lancer, donc c'est ce qu'ils appellent le casting stroke, varie selon la longueur du lancer. Ça va vous sembler tout bête, et c'est vrai, il n'y a pas mille choses à dire. C'est en fonction de ma distance de pêche, je ne vais pas avoir, si j'ai très peu de soie dehors, forcément, j'ai un tout petit chemin de lancer, vous voyez. Par contre, si j'ai beaucoup de soie dehors, et bien forcément, si je continue d'avoir le même chemin de lancer, ça va être très compliqué. Je vais devoir augmenter mon casting stroke, mon chemin de lancer, d'accord, et mon arc aussi. Mais ils disent, varie selon la longueur du lancer ou la distance de pêche, et c'est surtout en fonction de la longueur de soie qu'on a en doigt, c'est tous des synonymes. Donc, ça varie en fonction de la longueur de lancer. Si je suis plus court, j'ai un chemin de lancer qui est bien plus petit que si je suis plus long. En plus, je temporise un peu plus. Donc, ça, c'est un essentiel. Hein. De toute façon, ils ont un petit peu cassé les pattes au 10h midi avec ça. Parce qu'on a toujours dit 10h midi, 10h midi. Carrément, 10h midi, ça marche. Ça marche avec à peu près 6 mètres de soie dehors, voilà, de longueur de canne. Passer cette longueur ou en dessous de cette longueur, eh ben, il n'est plus adapté le 10h midi. Parce que ce fameux casting stroke, il varie en fonction de la longueur de soie, car dehors, encore une fois, c'est simplement physique. Et oui, on apprend souvent avec le 10h midi. Moi, le premier, hein, on m'a dit, tu as une grande horloge, tu vois, 10h midi. Ouais, parce que ça marchait, parce qu'il m'avait sorti la bonne longueur de soie, le gars. Il ne m'avait pas dit ça. Que quand on allait changer de longueur de soie, ça n'allait plus être 10h midi. Et toi, tu t'obstines sur ton 10h midi, tu l'orientes dans l'espace. Ça marche, mais voilà, on se rend bien compte que non, il faut le faire varier. Et quand on a beaucoup de soie dehors, et tu vois les lanceurs, distance, ils ne font pas 10h midi. Hein. Je vais chercher là, si je peux rentrer un petit peu avant de shooter, je vais le rentrer, et là, je vais me dire que c'est pas 10h midi, là, ils ont une petite horloge. Hein. C'est le maximum que tu peux avoir, quoi. Ils vont chercher loin, et souvent, ils font un pas. Et c'est très dur, parce que tu dialogues, quand tu es là, et que tu commences à marcher, pour garder ta ligne, c'est pas facile. Hein. Puis, il faut chercher un peu devant, parce que là, pour le coup, ils veulent gratter sur la gravité. On va essayer de se dérouler avant justement de toucher le sol. Mais je vous invite à faire de la distance. C'est pas pour... Parce que très longtemps, on peut dire, ouais, le mec, il veut se mesurer. Moi, je lance à 30 mètres. Moi, je lance à 31 mètres. C'est pas que j'ai la plus grosse. C'est vraiment intéressant parce que chaque mètre gagné, chaque centimètre gagné, ça prouve que vous avez amélioré vos sacs essentiels. Il n'y a pas de secret. C'est impossible autrement. Je veux dire, si tu lances plus loin, c'est parce que tu respectes mieux les 5 essentiels et tu vas plus loin avec ton application de la force. On va le voir après, elle est progressive. Donc, c'est un moyen, c'est une unité. Je ne sais pas, c'est comme si tu vas à la salle et que tu lèves 15 kilos, tu lèves des poids, tu ne sais pas ce que tu lèves. Oh, je rajoute un poids, mais tu ne sais pas si tu progresses. Et ben, là, c'est pareil. On lance, on ne sait pas si on progresse. Et ben, le seul moyen de mesurer ces améliorations, c'est de poser un décamètre au sol. C'est pas grave, c'est pas je suis plus fort que les autres, parce que vous verrez que bien souvent les mecs, je lance à 25 mètres, 30 mètres. Et vas-y, 25 déjà. Mets-le décamètre. Et je peux dire 25, je suis resté coincé un moment. Et je pense que avec l'opération de l'épaule, j'y suis bien retourné là. Donc, un Lolo, toi, tu étais à combien là, la discipline? Il fallait lancer. Mais avec une 7 pieds 6. Voilà, 7 pieds 6, soit 3 en plus. Il demandait 22 mètres. Je peux te dire qu'il faut s'arracher. C'est pas facile. C'est sûr qu'on entend les compétiteurs 40 mètres. 40 mètres. Oh, je lance à 30. Ouais. Et de DK, c'est ça qui est essentiel. C'est hyper intéressant de mesurer. Vraiment, je vous invite à le faire. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est un bon système pour t'entraîner. Mais pour réfléchir, pour être réveillé. On va parler d'un autre aspect à respecter dans le lancer, qui est placé là avec l'essentiel 4 là, parce que justement quand on parle du fameux chemin de lancer et arc de lancer, simplement en fait ils ont posé un truc qui est assez parlant, c'est que si on est en rotation pure et qu'on mesure la distance parcourue
de notre sillon sans bouger la main, simplement en rotation pure. Hop là. On se rend compte que le sillon, il fait beaucoup de distance. Et tu te dis, putain, ça c'est cool, j'utilise mon levier là pour donner de la vitesse à ma soie. C'est fabuleux pour donner de la vitesse à ma soie. Là, avec très peu de mouvement de la main, je me rends compte que grâce à mon levier, j'ai une distance parcourue qui est dingue. Sauf que mince, c'est un mouvement qui est hyper convexe et du coup, ça va me faire une boucle super ouverte, ça. Merde, c'est con. Ok, bah, il ne faut pas que je fasse ça alors. Du coup, je vais faire que de la translation. Et là, tu fais de la translation pure. Ah ouais, mais du coup, j'ai un levier, mais il ne sert absolument à rien. Parce qu'au final, si je fais 30 cm en bas, j'ai aucune proportionnalité, je fais 30 cm en haut aussi. Et c'est là où, du coup, on rentre le concept de la rototranslation. Donc, on a le lancer mouche, en réalité, c'est translation, 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 petite rotation. Petite rotation. Voilà. Tchac. Tchac. Mais on ne parle pas de la rotation au débutant. Parce que naturellement, quand il arrive au bout, déjà, de toute façon, voilà, par l'inertie, par le mouvement, tu te fais embarquer déjà dans une petite rotation. Donc, dire pas de rotation. Mais en réalité, quand tu maîtrises vraiment, il y en a une petite. Et c'est ça qui va augmenter quand tu cumules les deux. La rotation plus la translation, tu vas arriver, voilà, on voit 2,90 m de parcouru sur le sillon en restant rectiligne. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on se sert vraiment de notre canne comme un levier. Pour faire 2,90 m en bas avec la main, tu es obligé de vraiment de marcher là, cette fois. Là, sans te déplacer. Et c'est à ça que la canne sert, hein, c'est vraiment un levier. Là, qu'est-ce qu'ils nous font faire? C'est pas trop grave ça, on va passer celle d'après. Où là on voit. Ah ouais, alors ça vous allez reprendre le mail d'hier quand vous serez à la maison. Ce schéma-là, il s'anime sur le site. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous cliquez dessus, tac, ça vous envoie sur un autre site. Et ça s'anime. Et en fait, en pure rotation, on a une distance X. Tu vois là, c'est en point fixe. Il va de là à là. Il fait X mètres, ok, ou centimètres, on s'en fout. Quand tu rentres la rototranslation, il faut regarder le schéma. Si quelqu'un arrive, attends, je vais essayer de. Ah mais j'ai peut-être pas Internet là. En fait, après, ça s'anime. C'est-à-dire qu'on est en rotation, on se translate en même temps qu'on fait notre rotation avant, tu vois. Et là, eh ben, on a 1,4 fois la distance pure de la rotation. Vous regarderez l'animation, elle est fabuleuse. Et en fait, quand vous allez me dire, mais regarde, c'est un peu convexe, ça, celui qui est rotatif. Mais comme on a une canne, et heureusement qu'on a une canne, elle plie sous l'effet du poids de la soie. Et en fait, ton sillon, lui, il reste en ligne. Il suit cette ligne. Parce qu'elle plie. Et aussi, elle plie, et c'est très important. Pourquoi? Parce que si on était hyper fort, avec quelque chose de très raide, tu es hyper fort, tu es rectiligne, tu as un lancer qui est parfait. Donc, tu donnes de la vitesse à ta soie, tu l'accélères, tu t'arrêtes pour qu'elle continue d'avancer, donc le lancer mouche. Mais si j'avais quelque chose de très raide là, qu'est-ce que ça ferait? Ça viendrait tout s'entasser là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ça viendrait comme ça là, tout à fait dans le bout de ta canne. Et la canne, elle, par chance, elle est souple. Et qu'est-ce qu'elle fait au moment où on est en ligne, on bloque, on s'arrête, elle fait ce qu'on appelle une révérence. Elle va se plier et elle va laisser passer la soie au-dessus de sa tête et créer le fameux loup. Donc, on a l'utilité d'avoir ce sillon souple pour plein de raisons, hein, la pêche, le poisson, le combat et tout ça, mais aussi parce que sur le mouvement, sous l'effet du poids de la soie, ça va contrecarrer notre petite rotation qu'on a rentrée dans la rototranslation pour rester rectiligne. Et en plus de ça, arriver en fin de shoot, au blocage avant, pour le shoot, elle va se plier et laisser passer la soie au-dessus pour éviter la collision. Mais des fois, on a la collision. On est d'accord. Parce qu'on a remonté un petit peu ou qu'on a tapé trop fort. Donc, parce qu'elle a du nerf, elle veut reprendre sa place. Donc, si à un moment donné, tu as une application trop forte de ta force, tu t'arrêtes et qu'elle a shooté et elle s'est remise droite pendant ton lancer, pendant ton mouvement, là, le problème, c'est que ça vient s'écraser. Donc, voilà les avantages d'avoir une canne souple. Et là, celui-ci, l'essentiel numéro 5, il est en dernier, mais c'est loin d'être le moins important. C'est qu'en fait, l'application de la force durant le parcours de lancer doit être progressive. Et ça, en fait, c'est la base de tous les nœuds. C'est-à-dire que quand on a enfin, ça y est, on a notre pose qui est maîtrisée, avant, arrière, on a la bonne
longueur de chemin en fonction de la longueur de pêche qu'on a. On a notre perte de tension on n'a aucune perte de tension. On respecte les 4 doses essentielles, ok? Et on est parfaitement en ligne, tout est bon. Si on a une mauvaise application de la force, si on n'est pas progressif, on va quand même faire des nœuds. C'est là que c'est et c'est là où ils sont tous liés. Et ça veut dire quoi, une application de la force progressive? Ça veut dire, un peu si on pourrait le matérialiser avec des V, tu sais, vroom, et ben ça serait un petit V jusqu'à ce que ça soit un immense V, quoi. C'est vraiment vroom, tu vois, c'est. Et si, c'est une accélération mais progressive. Et c'est dire, c'est une accélération. Si malheureusement tu as démarré fort, tant pis pour toi, il va falloir aller de plus en plus fort jusqu'au bout. Et le problème, c'est quand on tape un peu comme ça, puis qu'on continue, ou qu'on va fort, et puis qu'on ralentit, puis qu'on reva fort, et bien tout ça, le sillon, il bande, il débande, et alors là, c'est parti pour les nœuds. Et tous les nœuds, en fait, la question piège du CI, là, de l'examen de la FFI, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est cause des tailing loops. En fait, tu peux dire un mauvais respect du plan, mais en fait, tu peux tout résumer en disant mauvaise application de la force. Les autres, tu arrives toujours à peu près, tu sais, une perte de tension, tu accélères, tu t'en sors toujours à peu près. Une mauvaise application de la force, c'est mort, ça va trop vite. Ton sillon, il fait ting, il bande, il débande, il se redresse, il crée le loop, et là, tu ne peux plus l'effacer. Donc voilà, il y a, Laurent, il va le faire voir ça, des lancers où on va accompagner la boucle, on va dire rentre dans ta boucle quand tu lances, c'est-à-dire, tu vois, pour assouplir justement sur les cannes un peu raides, tu sais, les cannes un peu fast, vraiment de pointe, qui vont shooter un petit peu là, et ben accompagner après le blocage. Ça, c'est marquer ton blocage, bien sûr, transmettre l'énergie à ta soie, et après rentrer un peu dans ta boucle, accompagner un petit peu pour contrecarrer ça. Mais par contre, une mauvaise application de la force, alors là, ça ne fait pas de nœud, ça fait pas de nœud, mais tu vois, si on tape, on voit tout de suite, voilà, ça a carrément tapé dans la canne, mais on voit comme ça boucle. Voilà, les 2 jambes de soie, comme elles sont croisées. Tous les nœuds, ça vient de là, et là, il faut être progressif, vraiment. Fou. Et si on a démarré trop vite, il faut aller plus vite. Donc, démarrez doucement, mais soyez progressif et poussez en linéarité, en respectant tout ce qu'on a vu, et vous aurez des belles boucles. Voilà, j'ai un peu fait le tour. J'ai fait le tour des 5, là. Comme on dit, à vos boucles, hein, à vos boucles, et très belle saison à tous. Merci. Voilà. Il y a du boulot. Hein. Mais complètement. Non, mais le problème, c'est qu'il faut tout dire en même temps. C'est pas juste là, tu as bien accéléré. Ouais, par contre, le plan, c'est une grosse cata. Tu avais 10 mètres de soie par terre quand tu as shooté, tu as trop attendu. Enfin, c'est ça le problème. On s'en rend compte à l'enseignement, c'est comment je cloisonne mes consignes pour le faire avancer. Et c'est là où j'ai plein de gens qui me disent putain, mais j'emmène mon petit-fils, j'emmène ma femme, j'emmène mon pote, mais j'arrive pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est tellement de choses à respecter. Nous, on a l'enseignement pour enseigner, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on arrive à expliquer aux gars, à cloisonner. On commence par ça. Je vois les défauts. Tu vois, je vois des défauts. Je dis, bon, ça va être. Et il me dit, mais regarde, je dis, attends, après ça. On reste là-dessus pour l'instant. Et on efface comme ça, tout doucement. Et en fait, on se rend compte très facilement, c'est qu'à la lecture de la boucle, à la lecture de notre phase, on arrive à comprendre qu'est-ce qu'il a fait avec sa canne et du coup, qu'est-ce qu'il a fait avec sa main et comment on peut les amener sur de la correction. Mais ça demande de la patience, du rabâchage et commenter tous les lancers. Et c'est vrai que le copain qui t'emmène à la pêche, qui a envie de pêcher de son côté, là, non, non, ça le saoule. Du coup, moi, je veux remercier Malik, qui est un peu notre mentor à tous là. Enfin, voilà, tous les copains du FCL, parce que en fait, c'est toute cette énergie-là et tous ces mecs-là qui moi, m'ont poussé à bosser les boucles, à comprendre cette physique, à s'y intéresser. Et du coup, ça amène à un enseignement derrière qui est bien plus instructif, qui est bien plus de qualité. Et je pense qu'on transmet grâce à ça aussi des vraies explications claires et nettes, basées sur de la physique à tous les futurs lanceurs ou lanceurs déjà en action et pour progresser, quoi. Donc, il a mis par écrit ce qui se passe en pratique, ce qui est pas facile. Et oui, parce qu'en plus, Beijing Gamet, c'était en anglais. Il a fallu traduire, il a fallu faire les articles et surtout, vous verrez à l'article comment il est fait. Il y a les 5 essentiels de J. Gamel et en dessous, c'est des notes de l'auteur qu'il approfondit lui. Voilà, et puis voilà, on entend beaucoup de choses. La canne est bien chargée, mais une canne bien chargée, oui. Alors là, sur des petites longueurs comme ça, bien sûr, il y a un effet arbalète. On l'a bien vu que ce n'était pas ça qui faisait le shoot. Je n'ai pas chargé ma canne comme une arbalète, j'ai chargé ma canne parce que je lui ai mis du poids.
je mets du poids par la soie. Mais en réalité, c'est qu'un levier, c'est qu'un outil et j'arrive à lancer. C'est pas un ressort. C'est pas un ressort. Et encore une fois, j'arrive à lancer ma soie avec ma main. C'est une masse. Il y a des lourds. Je lance un caillou, je lance une soie, quoi. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une petite action du ressort, du fait du ressort de la canne, mais c'est 5% dans le lancer. Si tu ne bouges pas ta main et tu veux faire juste de l'arbalète, on se rend très vite compte que ça ne va pas très loin. Donc, bossez vos 5 essentiels si le cœur vous en dit. Continuez d'échanger sur le mail que tu as lancé, là, notamment sur la question de la soie et tout. Là, ça m'intéresse. Voilà. Et comme ça, on répond à tous et on progresse tous. Qu'est-ce que t'en dis, chef? On a le temps de faire une petite démo de. Je pense, moi. Ouais. C'est vraiment, ça met en pratique tout ça parce que forcément, c'est le socle aussi de la TLT, ben, c'est les 5 essentiels. Et si Lolo peut vous faire ça, ça va être.